Le parc des Calanques où nous nous trouvons est le 10e parc national du pays. Il a vu le jour en 2012 grâce à l'adoption de la loi Girand. Et à bien des égards, c'est un parc unique en France. À Marseille, le projet de parc national pour le massif des Calanques était devenu un serpent de mer. Depuis le début des années 80, la question était régulièrement posée, sans jamais déboucher sur des résultats concrets. Arrive 2006 et l'adoption de la loi Girand. Le processus s'accélère. 6 ans plus tard, le 18 avril 2012, le parc voit le jour. Pour le directeur adjoint, pas de doute, c'est bien cette loi qui a permis la création du parc. C'est vraiment elle qui, je dirais, a changé complètement la donne parce que justement, elle a profondément quand même changé la façon dont on crée, dont on gère un parc national et elle a permis, surtout dans le contexte en plus extrêmement particulier de Marseille et de son agglomération et donc de ce premier parc national périurbain en France et un des rares en Europe, elle a permis en fait que les acteurs locaux soient beaucoup plus associés et acteurs du processus, et se sentent impliqués et reconnus. Avec la nouvelle loi, les maires des communes concernées par le parc sont intégrés au conseil d'administration. Ils se doivent d'adhérer à un document d'orientation, une manière d'impliquer de façon plus étroite les élus locaux. La loi de 2006, elle a édicté le fait qu'un parc doit être fondé sur un deuxième document fondamental qui est la charte. Et la charte, en gros, ça se veut une vision partagée du territoire de parc. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble de ce territoire? Oui, il faut avoir des règles, bien sûr, c'est fondamental. On est dans un espace protégé, sensible. Mais on veut aussi que ce soit un outil de développement local, et que ce ne soit pas clairement simplement une mise sous cloche avec un territoire réservé à des scientifiques ou à quelques randonneurs du dimanche. Jean-Marc Nardini est un amoureux des Calanques, une passion qui l'a poussé à changer de profession pour devenir guide dans le massif. Vous avez une belle balade si vous continuez jusqu'au bout, là, je sais pas où il va vous Depuis 10 ans, il accompagne les visiteurs à la découverte d'un espace dont il connaît les moindres sentiers. Sur 1 mètre carré, on va retrouver des plantes, notamment la sabline de Provence, l'herbe à gouffer, qui justifie quasiment la création du parc national, puisque c'est une plante unique au monde. Là, on monte vers les crêtes qui dominent les Calanques de Sormiou et de Morgiou, sur cet ancien chemin qui était fréquenté depuis les temps les plus anciens, puisqu'on retrouve régulièrement sur ces chemins des pièces grecques, des pièces romaines. Mais depuis la création du parc, Jean-Marc est inquiet. Sa peur, être bridé par les nouvelles législations, les nouvelles règles, les nouveaux interdits imposés par le parc. Notre crainte, c'est après avoir travaillé à la consultation pour la création de ce parc, après avoir fréquenté pendant des décennies et des générations ce parc, nous ne soyons considérés comme de simples touristes, comme de simples visiteurs occasionnels du parc, alors que nous sommes là tous les jours, que nous vivons et que nous habitons dans ce massif forestier. Jusqu'à présent, on avait une tradition qui consistait pour les Marseillais à venir cueillir des champignons, cueillir des plantes aromatiques, du thym, du romarin, des asperges sauvages, etc., des petits fruits. Et ça disparaîtra complètement, ça sera sous cloche et on n'aura plus qu'à expliquer à nos enfants, aux petits-enfants, ce que nous faisions dans le temps. Il est un endroit que Jean-Marc Nardini a tenu à nous montrer. Un endroit qui dérange, caché, difficile d'accès. L'envers du décor du parc des Calanques. Ici, en plein milieu du parc national, dans la Calanque de Cortiou, 4 tunnels déversent sans interruption les eaux usées de l'agglomération marseillaise. L'eau qui sort ici est relativement propre, a été totalement épurée. Reste à en tirer des conclusions avec différentes analyses. Par contre, nous avons de l'autre côté un autre tunnel qui est peu connu, qui est très caché. Il y a des petits passages secrets pour y accéder. Nous avons ici toute la vallée de l'Uvonne qui se déverse avec un certain nombre d'industries polluantes. Il y a surtout des métaux lourds, du plomb, de la dioxine, etc., que l'on retrouve systématiquement dans tous les poissons qui ont pu être analysés. Pour certains, les égouts de Cortiou sont la preuve qu'un parc national n'a pas sa place dans les Calanques.
Pour d'autres, au contraire, c'est ce dernier qui permettra à long terme une amélioration du traitement des eaux usées. Problème, dans le texte de loi, l'obligation de dépolluer un site se trouvant dans un parc national n'est pas formulée de façon explicite. Particularité ici, le parc est en grande partie marin. Il impacte donc fortement sur une activité pluriséculaire à Marseille, la pêche. Depuis un an, que l'on soit pêcheur professionnel ou amateur, la législation a donc changé. Un bouleversement plutôt mal accepté. « 9 h du matin, la vedette de la gendarmerie maritime quitte le vieux port de Marseille. À ce jour, le parc ne dispose pas de moyens suffisants pour embaucher des gardes-moniteurs. Il a donc chargé les gendarmes d'assurer le respect des nouvelles réglementations relatives à la pêche. Donc là, au niveau de la patrouille, on va commencer par aller en fait vers la zone du panier, qui est une zone de non-prélèvement, donc interdite en fait à la pêche. Et ensuite, on repartira donc vers les îles du Riou. Il y a un certain nombre de zones réglementées également. Les zones de non-prélèvement, ce sont ces zones en bleu foncé sur cette carte. La pêche y est devenue totalement prohibée. Ce matin, les gendarmes traquent ceux qui lanceraient encore leur filet dans les zones interdites. Maintenant, à l'ère de la modernité, une cartographie électronique, même si on est à distance, on le plotte sur le radar et le radar vient nous l'afficher. Ici, tac, lancé. Monsieur, bonjour. Bonjour. Gendarmerie maritime de Marseille. Oui, oui. On va faire un petit contrôle. Bon, c'est vrai que sur le Véron, on avait pêché sur le Véron, c'est fini. Hein. Il n'y va plus, il y avait du poisson automatiquement. Je vous demandais le permis et donc l'acte de francisation. D'accord, merci. Et votre poste, il est où? Ici. Ah oui, d'accord. Vous avez la licence qui va avec? Oui. Ah bah ouais, vous êtes en règle. Allez, au revoir. Allez, messieurs, au revoir. Bonne journée. Merci, merci. Aujourd'hui, pas de procès verbal dressé, toutes les embarcations contrôlées pêchent bien en dehors des zones de non-prélèvement. La création de zones interdites à la pêche devrait à moyen terme se révéler bénéfique pour les pêcheurs. Le nombre de poissons pourrait augmenter grâce à ce que l'on appelle l'effet réserve. Autour des zones de non-prélèvement, la pêche est autorisée. Donc il faut un certain temps justement pour que cet effet bénéfique d'essemage soit mis en œuvre. Mais on peut, pour la petite pêche côtière, espérer raisonnablement effectivement un effet d'accroissement des stocks halieutiques avec un renforcement des populations. Jean-Claude Bianco est pêcheur professionnel depuis bientôt 50 ans. Il a grandi ici, dans la calanque de Sormiou. C'est le bateau que j'ai fait construire mon père pour sa retraite. Il porte le nom de mon père et de ma mère. À Marseille, tout le monde connaît Jean-Claude. C'est lui qui, un jour de septembre 1998, avait remonté dans ses filets la gourmette de Saint-Exupéry. Pour lui, ce ne sont pas les réserves récemment créées qui ramèneront plus de poissons au large de Marseille. Pour moi, ces zones de non-pêche, ça ne veut absolument rien dire. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas ni la pêche, ni la surpêche, comme on veut bien le dire, qui détruit le poisson par ici. Ce qui fait le plus de mal, c'est la pollution. Et c'est la seule chose contre laquelle il aurait fallu lutter. Mais c'est tellement plus facile de s'attaquer à quatre pauvres petits pêcheurs que s'attaquer au problème de fond. L'arrivée du parc menacerait même l'ensemble des pêcheurs marseillais qui verraient leur terrain de travail réduit comme peau de chagrin. Comme ils enlèvent pratiquement le 70% des zones de pêche qui étaient traditionnelles depuis des lustres, ben, tous les petits métiers qui restent sur Marseille ne pourront plus poser leur filet parce qu'il n'y a plus assez de territoire. Et donc ils sont appelés à disparaître. Déjà que les charges augmentent, le gasoil augmente. Enfin, tout est fait pour tuer la pêche. Le nombre de petits pêcheurs tend en effet fortement à diminuer sur Marseille et sa région depuis déjà plusieurs années. Si le parc national des Calanques va sûrement compliquer encore un peu plus la pratique de cette activité, il n'est sûrement pas le principal responsable du déclin de la profession. Depuis le 19e siècle, plusieurs dizaines de Marseillais vivent dans de petits cabanons lovés au fond des criques.
Même si le parc prévoit dans ses missions la préservation du patrimoine culturel, des usages et des coutumes, son arrivée continue à susciter une certaine méfiance chez ceux que l'on appelle ici les cabanonniers. Les cabanons sont l'image d'Épinal des Calanques, un décor de carte postale. Ces anciens abris de pêcheurs sont devenus au fil du temps des résidences secondaires pour quelques Marseillais. Dans la calanque de Sormiou, nous retrouvons Jean-Claude Bianco. Il nous amène chez son voisin et ami, André Tourelle. Ne nous filme pas trop parce qu'à Paris, quand tu vas voir deux bons mecs comme nous, elles vont toutes venir des Parisiennes. Comment ils se passent? Ici, les conditions de vie sont restées simples, pas d'électricité, pas d'eau courante, juste quelques citernes pour récupérer l'eau de pluie. On va le mettre carrément derrière, ça ne me gênera pas. Voilà. Alors voilà ce que c'est qu'un cabanon. Un cabanon, c'est simplement une seule pièce avec une mezzanine. Et c'est ici que nous vivons le meilleur de notre temps. La vie au cabanon, c'est une vie extérieure. C'est une vie de convivialité, d'amitié et de partage. Ici, vous ne manquez rien. Sormiou est situé en zone cœur de parc. Alors les changements, les nouvelles réglementations sont accueillis ici avec une certaine hostilité. Si vous voulez, petit à petit, on sent qu'on aura moins de liberté. Et ce que nous voulons surtout, c'est conserver d'abord nos traditions. La mise en place de ce parc, nous ne l'avons pas vu avec un œil favorable. La Calanque a pourtant souvent été menacée par des projets immobiliers. Hôtels de luxe, restaurants, un certain Bernard Tapie aurait même eu des vues sur Sormiou. Ah, mais il y a quelques années de ça, à l'époque où il avait le Phocéa, un jour il débarque, il vient ancrer dans la Calanque et il débarque sur le quai. Et de ce coup il arrive, il était 3 ou 4 bonhommes là. Il regarde les cabanons, il regarde la Calanque, il dit « Ah, il faudrait casser toutes ces baraques là, et on ferait une marina splendide. » Mais le père Tapie, il n'est pas parti à la mer ce jour-là, c'est qu'il a eu de la chance, parce que s'il insistait un peu plus, il avait droit. Tous ces projets sont désormais rendus impossibles grâce au parc. Mais rien n'y fait, la méfiance demeure et les leçons d'écologie sont toujours reçues avec scepticisme. Faites le tour des cabanons, vous verrez rarement des bouts de papier. Donc on est les premiers protecteurs. On fait toujours une année une série de jours de nettoyage de la calanque. Donc on reconnaît que si on est les premiers utilisateurs, il faut protéger ce que nous avons actuellement. Et on le fait, je pense, sciemment et intelligemment. La Calanque de Sormiou s'est divisée sur la question du parc. Tous n'y furent pas opposés, certains y ont vu une chance, une assurance pour préserver cet exceptionnel petit coin de Méditerranée. Ça y est, j'aurais dû. Le parc va conserver. Sinon, on n'arrête plus les constructions, parce que depuis 1975, où le site est classé, des constructions, il y en a eu beaucoup. Et depuis 4-5 ans, il y en a encore eu beaucoup. Il y a beaucoup de cabanons qui se sont agrandis en disant « le parc va être là, vite, agrandissons ». Bon, maintenant, c'est stoppé. Denise Ricard-Mandon est une figure bien connue de Sormiou. Très tôt, elle a porté l'idée d'un parc national pour les Calanques. Aujourd'hui, elle est déçue par le manque d'ambition du projet. Mais nous, on voulait un parc national, une référence, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de très beau. Et à force de modifier les versions, de la version 1 qui était vraiment une protection pour la nature, on est arrivé à la version 4 où on laisse faire tout à tout le monde et ce n'est pas le parc que nous voulions. D'un côté, on a un parc et il deviendra bon dans 10 ans. Au dire de nombreux habitants des Calanques, le parc a semé la division. Il a ouvert des plaies, ranimé de vieilles rancœurs, mais a apporté une garantie solide. Sormiou, comme le reste du massif, restera pour longtemps un écrin préservé. L'arrivée des élus locaux dans les conseils d'administration n'a pas été bénéfique pour tous les parcs. Pour vous en rendre compte, je vous propose de retourner en Vanoise. Là-bas, le parc a engagé un véritable bras de fer avec les maires des stations de ski qui ceinturent le cœur du